Dernière partie sur utopie et hétérodoxie. Dans le cadre du second romantisme, celui de la liberté, prolifèrent les idées. Utopie et hétérodoxie se développent. Les premières proposant une transformation radicale de la société post-révolutionnaire, les secondes des pensées dissidentes et des recompositions religieuses rapidement condamnées par les autorités. Alors voyons tout d'abord le catholicisme libéral et le catholicisme social. La question de la place de l'Église dans la société devient une interrogation permanente de beaucoup d'intellectuels catholiques. Ainsi, un nouveau courant catholique et libéral émerge-t-il autour de la figure du prêtre breton Félicité Robert de Lamennais. Traditionnaliste sous la Restauration, il glisse à gauche autour de 1830 en épousant la cause de la liberté. Il fonde alors L'Avenir, journal qui tente de réconcilier Dieu et la liberté, la souveraineté des peuples et la souveraineté divine, et rassemble autour de lui les jeunes Montalembert et Lacordaire. Il reconnaît la liberté de conscience, de presse, d'association et de réunion, ce qui constitue un casus belli avec le pape. Il souhaite la séparation de l'Église et de l'État, non dans un sens laïque, comme ce sera le cas en 1905, mais au contraire afin de libérer l'Église d'un pouvoir politique qui l'instrumentalise. Lamennais, Lacordaire et Montalembert sont attaqués par la hiérarchie épiscopale et condamnés par le pape Grégoire XVI dans l'encyclique Mirarivos en 1832. En 1833, Lamennais renonce à ses fonctions ecclésiastiques et publie l'année suivante Parole d'un croyant. Le pape condamne à nouveau ses idées dans l'encyclique Singulari Nos du 15 juillet 1834. En 1848, Lamennais est élu député à l'Assemblée nationale. Il meurt en 1854 alors qu'il est toujours brouillé avec l'Église et selon ses volontés, il est enterré civilement. Il a ouvert la voie à d'autres catholiques libéraux comme Montalembert ou Frédéric Ozanam. Il a surtout ouvert la question. La vérité des dogmes est-elle au-dessus de la liberté? L'Église doit-elle rejeter en bloc tous les acquis révolutionnaires? Le catholicisme social naît vers 1840, au moment où les évêques des régions industrielles s'inquiètent du sort réservé aux enfants travaillant dans les usines ou les mines. Il existe même un courant socialiste chrétien autour de Philippe Buchet. C'est aussi le point de départ du patronage paternaliste et de l'assistance charitable, avec par exemple la Société d'économie charitable d'Armand de Melun, ou la Société Saint-Vincent de Paul, fondée en 1833 par Frédéric Ozanam. Cette charité révèle vite ses limites et se montre insuffisante. Le conservateur, Albert Demain, et le progressiste René de la Tour du Pin créent l'œuvre des cercles catholiques pour aller plus loin. Dans les années 1830 se constitue une église schismatique autour de l'abbé Châtel au contour révolutionnaire. Les offices y sont dits en français et les prêtres peuvent se marier. Les croyants peuvent travailler le dimanche. Ce culte dissident disparaît rapidement sous le poids du contrôle policier de la monarchie de Juillet. Alors voyons maintenant les socialistes utopiques. Axés sur la question sociale, les socialismes dits utopiques, expression donnée par les marxistes, connaissent une diffusion spectaculaire dans les années 1830. Le socialisme ne se distingue pas très bien de la République sociale à cette époque. Le mot apparaît sous la plume de Pierre Leroux au début de la monarchie de Juillet, au moment où la France est le foyer de réflexion et d'expérience socialiste connu sous le nom de socialisme utopique. L'importance de cette réflexion se comprend par la réflexion sur la propriété et l'inégalité en France, héritage donc de Rousseau et de Babeuf, le legs révolutionnaire de la remise en cause des inégalités, du libéralisme économique et de la propriété privée, et notamment avec la République montagnarde, et la prise de conscience précoce de la misère créée par l'industrie. Ces socialistes refusent l'individualisme né de la Révolution et aspirent à une société fondée sur l'harmonie en plaçant en son cœur la classe des producteurs. On y distingue plusieurs courants. Le courant saint-simonien est le premier à apparaître. Le comte de Saint-Simon croit fondamentalement que la valeur des individus réside dans l'utilité sociale et que le monde ne peut être amélioré que par la réflexion et la technique. Il crée plusieurs revues comme l'Industrie ou l'Organisateur. À l'anarchie industrielle, les Saint-Simoniens opposent les notions d'organisation, d'harmonie et d'association. Il meurt en 1825, mais il a de nombreux disciples comme Auguste Comte, Carnot, Talabot ou Enfantin, qui perpétuent son héritage sous la monarchie de Juillet et au-delà. Et après sa mort, l'école saint-simonienne éclate en 3 groupes, qu'on appelle aussi 3 églises. Un saint-simonisme mystique chez le père Enfantin, polytechnicien qui dirige la communauté de Ménilmontant. Un courant socialiste chrétien animé par Philippe Buchet, Pierre Leroux, ami de George Sand, Eugène Sue et de Victor Hugo. Et un courant technocratique, réuni autour d'ingénieurs et d'hommes d'affaires comme Talabot, Lesseps ou les frères Pereire. Le deuxième courant est le fouriérisme.
Charles Fourier déteste la Révolution française et se méfie de l'industrie. Il se passionne pour les formes de vie en communauté et fonde le phalanstère, censé faire vivre et travailler ensemble sur une lieue carrée de terrain, 1620 personnes réparties en séries. Les deux phalanstères de Condé-sur-Vesgre et Cîteaux sont des échecs et ferment en 1832 et 1841, alors que Charles Fourier donc est mort en 1837. Ensuite, autour d'Étienne Cabet, d'autres encore imaginent une société différente, égalitariste, fondée sur la communauté des biens et la fin de la propriété privée. C'est le début du communisme, dont le terme se diffuse dans les années 1840, après le banquet communiste de Belleville. Les communistes visent la mise en commun de la propriété et des moyens de production. Ils sont sous l'influence du babouvisme, de Babeuf, avec Blanqui ou Buonarroti, donc ils sont jacobins, sectaires et irréligieux. Ils refusent donc la propriété privée et prennent la violence pour organiser un monde meilleur. Autre personnage important, Louis Blanc, journaliste au National puis à la Réforme, historien de la Révolution française, auteur d'une brochure sur l'organisation du travail, s'efforce de rassembler ce qu'il y a de plus concret et réalisable dans les projets socialistes. Enfin, Proudhon, typographe byzantin, publie Qu'est-ce que la propriété en 1840 et Philosophie de la misère en 1847. Il dénonce les contradictions de la propriété, à la fois droit et récompense, et fait l'apologie des solutions mutualistes. Dernière sous-partie, donc sur la naissance du féminisme moderne. Ces socialismes utopiques ont aussi permis l'émergence des premières voies du féminisme moderne, qui visent l'émancipation à la fois civile et politique des femmes, réduites au statut de mineures par le Code civil. C'est au sein des Saint-Simoniens que quelques voix vont émerger pour défendre la cause des prolétaires, parmi les prolétaires que sont les femmes. Claire Desmarres publie ainsi un appel d'une femme au peuple sur l'affranchissement de la femme. Parmi d'autres figures du féminisme socialiste, il faut citer Pauline Roland ou Flora Tristan, paria issue d'une famille aristocratique péruvienne, séparée de son mari qui a tiré sur elle en pleine rue. Voyageuse jusqu'à l'épuisement, avocate de la cause des femmes et de la cause des ouvriers, symbole de ce romantisme social des années 1830-1840.